Est-ce que vous voyez mon écran, madame? Oui, vous êtes en train de télécharger là votre document. D'accord. Mhm. Maintenant, c'est visible. D'accord. Très bien. Donc, ça commence à être enregistré. Comme je vous ai dit, ce webinaire intitulé La classe inversée, techniques et outils de mise en place, vous sera présenté par le professeur Sarah Woolshape. Elle est doctorante à l'équipe d'ingénierie des systèmes d'information à l'ENSA. Elle est en troisième année de son doctorat et aussi elle est professeure de second cycle au lycée, professeure d'informatique à Al-Husseima. Avant de lui céder la parole, je veux juste vous faire un petit rappel sur les grands modèles d'apprentissage parce que cette séance va aborder quelques modèles, comme ça pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Il s'agit des 5 grandes références, à savoir le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme, le socioconstructivisme et le connectivisme. Donc, rapidement, le behaviorisme. Pour le behaviorisme, il a été développé au début du XXe siècle par Watson. Donc, il s'agit de l'acquisition de connaissances qui se fait par paliers successifs via renforcement positif, des réponses justes et comportements valorisés. Le pédagogue est le détenteur du savoir et l'apprenant, il est dans une position qui est passive. Pour ce qui est du modèle cognitiviste, il est apparu en 1956 par Miller et Brunner. Il s'agit donc, dans ce modèle, l'enseignant est un gestionnaire des apprentissages et l'apprenant reste passif. L'apprenant, donc son rôle, c'est il enregistre juste des informations provenant du professeur et de l'extérieur, les trie, les réutilise quand il en a besoin. Alors, pour le constructivisme, donc son apparition a eu lieu en 1975 par Jean Piaget. Il est très connu comme pédagogue dans ce domaine. L'apprenant, dans ce cas, il apprend quand il essaie de comprendre son expérience et s'approprie la connaissance. L'enseignant doit recréer des situations d'apprentissage qui sont complexes, similaires à celles que retrouve l'apprenant dans sa vie et dans la société. L'apprenant est actif et il construit son savoir en se basant sur ses expériences. Pour le socioconstructivisme, donc sa naissance a eu lieu en 1985 par Vygotsky. Il s'agit de l'acquisition de connaissances qui se fait grâce aux interactions sociales. L'enseignant doit favoriser les interactions entre élèves et les débats. L'apprenant, il est dans une position qui est active, il est autonome dans ses apprentissages par rapport à l'enseignant, mais fait partie d'une communauté d'apprentissage. Donc, le dernier modèle qui est apparu en 2005 par Siemens et Downs, il s'agit du connectivisme. La progression des nouvelles technologies dans nos vies modifie nos façons d'apprendre. Alors, l'étudiant apprend par le biais de toutes les interactions permises par les réseaux informatiques et d'Internet. L'enseignant doit s'approprier les possibilités des nouvelles technologies pour favoriser la collaboration et la recherche des ressources. L'apprenant est actif, il apprend en pratiquant et réfléchissant. Donc, c'est lui qui fait la recherche de l'information et reconstruit son savoir. Alors, je vous rappelle rapidement, parce que dans les dernières séances, nous avons vu l'approche, la PPO, c'est la pédagogie par objectif, où il s'agit de l'entrée par les contenus à travers des recherches de comportements observables sur ces contenus.
la centration est sur la transmission par l'enseignant, c'est sur le savoir, sur le contenu. Il y a une décontextualisation, un contenu enseigné pour lui-même, des ressources décrites en termes de comportement qui infèrent des ressources cognitives sur les contenus enseignés, recherche de comportements observables sur ces contenus, une centration sur la transmission par l'enseignant. Donc, dans ce cas, il s'agit de l'apprentissage par transmission. Le profil de sortie de l'étudiant, donc il s'agit de retenir des contenus disciplinaires à reproduire et il se réfère au comportementalisme. Voilà. Donc, pour cadrer cette séance d'aujourd'hui sur la classe inversée, qui s'intègre dans la PC, APC, c'est-à-dire l'approche par compétence, où le profil d'entrée de l'étudiant se fait par les situations, par la recherche de traitement, des traitements compétents des situations, centration sur les actions de l'apprenant. Donc, il s'agit d'une contextualisation, bien sûr, parce qu'il y a une pluralité de ressources qui se mettent à la disposition de l'apprenant. Et le profil de sortie de l'étudiant, c'est pouvoir classer et classer des situations à traiter avec compétence au terme de la formation. Et il peut se référer à différents paradigmes épistémologiques. Donc, voilà donc la différence entre les deux grandes approches, l'APC et la PPO. Donc, je cède la parole au professeur Sarah qui va vous expliquer le cadre de l'usage de cette stratégie, qui entre parmi les méthodes actives de l'apprentissage. Il s'agit de la classe inversée. À vous la parole, Sarah, professeur Sarah. D'accord, merci madame. D'abord, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, honorables auditeurs, bonjour. Premièrement, je tiens à remercier le responsable du module Approche et méthode de licence d'éducation pour les filières scientifiques de la faculté des sciences de Tétouan, madame le professeur Imen, de me fournir l'opportunité pour présenter ce travail intitulé La classe inversée, techniques et outils de mise en place. On va essayer de présenter le terme de la classe inversée, des définitions objectives, la démarche et quelques outils qui vont nous faciliter la création et la mise en place des classes inversées. Donc, ce travail est préparé par moi-même, Sarah Oulchaib, en tant que professeure d'informatique et doctorante à l'ERISI. C'est l'équipe de recherche ingénierie et système d'information à l'ENSA de Tétouan et encadrée par ma directrice de recherche, madame le professeur Imen. Le plan qu'on va aborder est le suivant. On commence par la présentation du concept de la classe inversée, puis les objectifs. On pose après aux quelques questions, passe après aux quelques questions de réflexion. On va essayer d'en répondre durant la présentation. Après, on va décrire la démarche de la classe inversée, puis les conditions de réussite. Dans la deuxième partie, on présentera quelques plateformes de vidéo pédagogiques et des outils qui vont vous aider pour préparer vos classes inversées. Et qu'en partie finale, j'aimerais bien vous présenter la plateforme Microsoft Teams, suggérée par le ministère de l'Éducation nationale, pour l'adapter durant la situation actuelle de la pandémie. Bien, donc on commence par la présentation du concept. La classe inversée, ou bien en anglais, flipped classroom. Donc d'abord, est une approche pédagogique. Il y en a plusieurs définitions du concept, mais on peut retenir les points suivants. Alors, elle permet d'inverser le concept traditionnel de la classe. Donc d'abord, on fait un rappel du modèle traditionnel d'enseignement qui se repose sur des cours magistraux
au cours desquels l'enseignant explique un sujet suivi par les devoirs à la maison, à l'occasion desquels l'élève effectue des exercices. Donc, on parle de la méthode traditionnelle. Alors que la classe inversée, alors, elle inverse la nature des activités d'apprentissage en classe et à la maison. Les rôles traditionnels d'apprentissage sont modifiés selon l'expression, les cours à la maison et les devoirs en classe. Autrement dit, les élèves doivent impérativement étudier leurs cours chez eux pour que les activités en classe deviennent plus concrètes pour eux. Durant les heures d'apprentissage, ces derniers ne feront que des exercices d'application et de découverte. Voilà, donc on a un changement du rôle de l'enseignant et un changement de la structure d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est plus l'enseignant qui apporte des connaissances d'un nouveau chapitre, par exemple, mais elle aidera l'élève pour la compréhension des notions importantes et aura plus de temps pour suivre l'élève au cas par cas. Alors, l'enseignant jouera donc le rôle de guide dans les apprentissages de l'élève. Cela permettra aussi de mettre en autonomie les tâches cognitives simples, car les principes méthodes fondamentaux de la classe inversée sont des apprentissages à travers la découverte, la résolution des problèmes par soi-même, des activités orientées. Donc, ensemble, cela encourage plus d'autonomie chez l'apprenant. Alors, on peut résumer ces points et dire tout simplement que la classe inversée est une méthode pédagogique qui se décline autour d'activités d'apprentissage réalisées en classe, favorisant la co-construction et la différenciation des apprentissages et qui s'appuie sur l'acquisition individuelle des connaissances du programme grâce aux ressources variées et en dehors des heures de classe. L'application de la classe inversée va permettre premièrement de respecter les différents rythmes d'apprentissage. Donc, quand on parle de l'adaptation au rythme d'apprentissage des étudiants, comparativement à l'enseignement magistral, le rythme d'apprentissage est généralement grandement différent lors de l'utilisation de la classe inversée. Comme le souligne Dr. Davis, qui est un professeur de psychologie pédagogique et de technologie, dans une approche de la classe inversée, les étudiants ne se voient pas imposer un rythme d'apprentissage comme lorsqu'ils assistent à un enseignement magistral. Car le rythme, le retour sur le contenu et les pauses ne sont pas dictés par le groupe, mais bien par l'individu. Lors de la portion hors classe, donc Nicolas Salz affirme aussi que les étudiants intègrent mieux les apprentissages lorsqu'ils vont à leur rythme plutôt que lorsqu'ils doivent se plier à celui imposé par le cadre plus contraignant d'un enseignement magistral. Donc la classe inversée permet aussi une nouvelle dimension de l'espace-temps. Ça veut dire mieux exploiter le temps en classe, ainsi que, on peut dire, réduire la répétition en classe. Les étudiants peuvent apprendre n'importe où, n'importe quand. La classe inversée permet aussi de centrer sur l'apprenant, c'est-à-dire rendre l'apprenant actif à travers donc, la communication, la collaboration et la construction, qui sont ici des compétences devenues indispensables pour l'étudiant. Il permet de favoriser l'engagement et l'immersion des élèves. Les élèves sont plus engagés dans leur apprentissage et semblent plus motivés. Il permet aussi un passage d'une organisation traditionnelle, alors cours en classe et devoirs à la maison, et des activités en classe et des ressources de cours à la maison, ce qui permet toujours d'exploiter le temps dans la classe. Être plus disponible pour communiquer avec les apprenants, je pense que c'est un point très important parmi les avantages apportés par les classes inversées, c'est-à-dire que cela augmente la disponibilité de l'enseignant pour ses élèves. Il permet à l'enseignant de remplir son rôle de guide avant tout, bien sûr.
Euh, donc, certaines études relativisent l'impact et les bénéfices de l'inversion du cours, qui serait en réalité le fruit de la pédagogie active qui accompagne la classe inversée. Donc, alors, pourquoi la pédagogie active, notamment dit pourquoi la classe inversée? Je suis plus tard tombée sur le modèle d'apprentissage d'Edgar Dahl, appelé le camp d'expérience, qui était un éducateur américain d'une université dans l'État d'Ohio. Avec son cône d'expérience, Dahl tenta d'illustrer les différents moyens par lesquels les gens retiennent des informations après avoir réalisé une activité. Selon leur méthode d'apprentissage, voyez la pyramide suivante. Alors, on commence par le sommet. Lorsque vous n'apprenez qu'en lisant, euh, comme lire par exemple un livre ou un article, vous ne retiendrez que 10% de ce que vous avez lu. On remarque ici que c'est juste après 2 semaines après l'apprentissage. Alors que lorsque vous n'apprenez qu'en écoutant, comme écouter un podcast par exemple, une conférence ou une conversation par exemple, vous ne retiendrez que 20% de ce que vous avez entendu. Lorsque vous apprenez qu'en regardant des images ou visionnant des vidéos, vous ne retiendrez que 30% de ce que vous avez vu ou bien entendu. Lorsque vous apprenez en assistant à une présentation ou en regardant une démonstration, vous ne retiendrez que 50% de ce que vous avez vu et entendu. Lorsque vous apprenez en participant à des ateliers, en partageant ce que vous savez et en étant actif dans la discussion ou en mettant en forme par écrit le cours, vous pourrez réexpliquer ce que vous avez appris à des gens qui n'y en connaissent rien. Vous retiendrez 70% de ce que vous avez écrit ou bien dit. Alors que lorsque vous apprenez en simulant une leçon ou en faisant une présentation où vous passez alors d'élève à enseignant, vous vous rappelez de 90% de ce que vous faites. Donc, bien que son modèle est critiqué, car certains éléments n'étaient pas dans le modèle origine de Dahl et furent ajoutés après sa mort, il y a un fait qui reste indiscutable. Apprendre par des moyens actifs, c'est-à-dire partager, discuter, échanger, appliquer, permet à n'importe qui de retenir plus d'informations et d'avoir une meilleure compréhension du sujet qu'un apprentissage passif, c'est-à-dire lire, regarder ou écouter sans essayer d'assimiler l'information. En se basant maintenant sur la pyramide de la taxonomie de Bloom, on va faire une comparaison entre un cours traditionnel et la classe inversée. Alors, pendant un cours traditionnel, comme vous voyez à gauche de la pyramide, et selon l'objectif d'apprentissage qui est formulé à l'aide de la taxonomie de Bloom et de la microstratégie utilisée pour l'atteindre, des connaissances de type conceptuel, factuel, métacognitif et procédural peuvent être visées. On peut lire la pyramide alors de la base vers le sommet, c'est-à-dire qu'à la classe, l'apprenant connaître ou bien mémoriser, ça veut dire reconnaître et rappeler un savoir appris, puis comprendre, c'est-à-dire attribuer un sens au savoir, après appliquer, c'est pour appliquer des règles, des concepts, des processus. Puis après, à la maison, elle tente d'analyser, c'est-à-dire de décomposer un contenu ou ses composantes pour en comprendre la structure, puis évaluer pour juger la valeur des informations et des idées, et finalement créer, ça veut dire réorganiser pour amener la nouveauté. Donc, c'est le cas d'un cours classique. Alors, pour la classe inversée, c'est le contraire. On parle de la taxonomie de Bloom renversée, démontrée par John
Bergman, l'un des concepteurs du modèle d'enseignement de la classe inversée, le renversement de la taxonomie prend sa source d'une observation des comportements des élèves durant ce scénario d'apprentissage. Donc, pour en revenir à la taxonomie de Bloom, il est également possible d'inverser la pyramide. Cette inversion a donné naissance à l'approche par problème. Les élèves débutent et passent la majorité de leur temps en création et en évaluation, et lorsqu'ils sont prêts, ils poursuivent la séquence d'apprentissage vers le bas de la pyramide pour finalement étayer leur compréhension d'un phénomène et mémoriser le contenu disciplinaire y étant associé. Alors, vous voyez ici qu'on a commencé la lecture de la pyramide du sommet vers la base. Pour finir, une constatation de M. Marcel Lubran, un technopédagogue belge, chercheur dans ce domaine, partout du complexe, c'est-à-dire un problème, une expérience, un cas critique, pour contextualiser le simple. Les classes inversées renversent alors la pyramide de Bloom. Alors c'est pour cela, durant les classes inversées, la partie la plus haute de la pyramide se manifeste durant la classe avec l'enseignant, c'est-à-dire analyser, évaluer, crier, comme vous voyez sur le modèle. C'est bien pendant cette phase la plus complexe et incertaine que l'étudiant aura le plus besoin d'échanges et d'accompagnement. Voilà, donc pour les objectifs, la classe inversée permet d'engager davantage les élèves puisque l'élève construit lui-même ses concepts à l'aide des supports courts. Par conséquent, il n'est plus passif. Intervenir fréquemment auprès des élèves en difficulté. Si le professeur, bien sûr, organise la classe inversée, cela va lui offrir une diversité de types de gestion de l'hétérogénéité. Aussi, faire de la différenciation efficace, cela veut dire aussi d'individualiser les remédiations. L'enseignant peut utiliser le temps de classe pour mieux diagnostiquer les difficultés de chacun. Par suite, elle peut individualiser les remédiations. Voilà, donc d'après ce qu'on a vu, on peut poser les questions de réflexion suivantes. Que faire du temps de classe avant et après l'étape de, bien sûr, de création, analyse et évaluation, comme on a déjà vu dans la pyramide de Bloom. Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit faire avant et après le cours? Comme deuxième question, pour les ressources utilisées, la vidéo est-elle le seul moyen pour transmettre les connaissances aux élèves? Alors, on peut généraliser et dire les technologies d'information et de communication en général sont-ils le seul moyen pour créer de la classe inversée? Troisième question, doit-on construire soi-même, c'est-à-dire pour les étudiants, pour leur savoir bien sûr? Quatrièmement, quel impact cette stratégie peut-elle avoir sur l'attitude des élèves? Et finalement, comment combiner ces approches aux autres stratégies d'apprentissage? Alors, on va essayer de répondre aux questions suivantes par la suite. Donc, on passe à la démarche par l'usage des TIS, donc l'acronyme de technologie d'information et de communication, de la classe inversée. Bon, à noter bien ici que je parle de l'utilisation des technologies d'information et de communication, puisqu'on peut utiliser d'autres ressources, car lorsqu'on dit l'élève apprend son cours chez lui et peut le faire sous différentes formes, soit étudier son manuel ou des documents polycopies, et bien sûr, visionner des vidéos, des balados, c'est-à-dire podcasts, utiliser diverses applications numériques, procéder à des lectures proposées par l'enseignant ou partagées par d'autres enseignants, etc. Alors, on dit le numérique puisqu'elle aide l'enseignant à disposer, disposer des ressources à distance. C'est pour cela qu'on parle de l'usage des TIS ici.
Alors, la classe inversée est une approche pédagogique en 3 grandes phases. On commence la lecture du schéma suivant de la gauche à droite. Alors, on a l'enseignant met en ligne de ressources qui peuvent être sous forme des capsules vidéo ou autres. Alors, comme je viens de dire, pas forcément des ressources numériques, avec bien sûr un quiz associé. Cette phase se fait à la maison par l'enseignant. Puis, on a au milieu, l'élève prépare le cours en autonomie, donc à la maison. Aussi peut se faire à la classe, car quand on dit en autonomie, cette autonomie peut s'exercer à l'intérieur de l'école elle-même, sans l'enseignant. On voit que certaines écoles ont mis en place des espaces multimédia, des lieux dans lesquels les élèves peuvent travailler ensemble, ainsi de suite. Donc, à l'aide de capsules vidéo, si on a utilisé des capsules vidéo, de podcasts bien sûr, de lecture conseillée par l'enseignant, etc., d'autres ressources. Alors, pendant le visionnage, elle prend des notes et peut à tout moment retourner en arrière ou s'arrêter. À la fin, il répond à des questions simples, bien sûr. Après, l'enseignant peut également consulter et analyser des réponses des élèves pour pouvoir organiser la séance en classe. Donc, ces phases se font à la maison. Après, en classe, les élèves travaillent en groupe sur des activités concrètes et s'entraident pendant que l'enseignant aide les plus faibles. Ensuite, ils construisent ensemble la trace écrite ou bien à travers des cartes mentales et ainsi de suite. Puis après, retournant au travail à la maison, l'élève révise et vérifie ses connaissances afin de préparer pour l'évaluation en classe, comme d'habitude. Donc, une petite remarque ici, effectuer le travail par groupe en général, bien sûr, c'est appliquer des connaissances vues dans les vidéos pour approfondir les compétences, bien sûr, si on utilise des vidéos. S'approprier des informations, communiquer, discuter, analyser, réaliser des activités, créer des projets. Donc, on a une diversité d'approches et méthodes pédagogiques telles que la pédagogie par projet, la méthode collaborative et ainsi de suite. Bien, donc pour réussir à introduire la classe inversée dans vos pratiques, il faut d'abord varier les approches. Donc, la classe inversée ne doit pas être l'unique méthode pédagogique utilisée par l'enseignant. Elle est indispensable de varier les approches. On ne peut pas inverser tout le temps, bien sûr. Aussi, n'approvisionnez pas. L'inversion ne s'improvise pas. Elle doit être intégrée dans le continuum que représentent les différents temps d'apprentissage d'une séquence pédagogique, c'est-à-dire activité, découverte, apport théorique, synthèse, etc. Alors, cette dernière doit être pensée dans sa globalité. Dans le cas contraire, la classe inversée risque de s'apprenter à l'enseignement frontal à distance, qui ne ferait qu'exposer le cours magistral hors du temps de classe. Alors, faites attention à ce point-là. Mettre en œuvre en classe une pédagogie active, l'efficacité de la classe inverse dépend de la mise en œuvre en classe d'une pédagogie active qui doit s'appuyer sur une analyse rigoureuse des retours des activités réalisées hors de la classe. C'est-à-dire réponse au quiz, questionnement, représentation des élèves, des échanges, etc. Alors, conditions de réussite de l'usage des TIC pour la classe inversée. Alors, il faut savoir que l'enseignant devient donc un scénariste. Bien sûr, je parle si vous utilisez des technologies d'information et de communication comme ressources distribuées aux étudiants. Alors, quand on dit scénariste de ces séquences pédagogiques, mais aussi scénariste des capsules qu'il propose à ses élèves, destinées à un usage
ou à une lecture en autonomie, le plus souvent seul, sans la présence du professeur. Alors, les capsules doivent être de qualité, ils doivent être clairs, explicites, justes, avec un vocabulaire adapté, pas trop longue, attractive et stimulante. Les capsules sur supports numériques devront également répondre à des contraintes techniques telles que la taille et qualité de l'image, qualité de l'audio, poids du fichier, disponibilité pour tous les supports, consultation facile, et ainsi de suite. De plus, il faut pouvoir proposer un ensemble de ressources de type et de nature variées afin de rendre la monotonie générée par la répétition d'activités identiques et de répondre à la diversité des élèves de la classe. La classe inversée ne doit pas creuser le fossé numérique qui peut exister entre les élèves. Donc, il est nécessaire de tenir compte des élèves susceptibles de ne pas avoir chez eux l'équipement nécessaire pour réaliser l'activité hors classe. Cette dernière doit être proposée longtemps à l'avance afin de leur permettre de la faire en un autre lieu qu'à la maison. Il est envisageable également de prévoir des substituants à Internet, comme par exemple la possibilité de distribuer les ressources sur ces ports nomades ou de proposer des bornes de chargement au sein de l'établissement. Voilà. Donc, passons maintenant aux deuxième partie sur les plateformes de vidéopédagogie qui peuvent vous aider pour la mise en place de vos classes inversées et durant votre futur travail en tant que professeur. On a premièrement le site Edumedia, qui est un site web éducatif spécialisé dans la création de contenu numérique. Vous y trouverez une diversité de vidéos, d'animations ou de quiz, rendant accessible l'apprentissage des sciences et des mathématiques du primaire au secondaire grâce à ces contenus ludiques conçus à l'aide d'enseignants et de chercheurs spécialisés. Edumedia vous accompagne dans la création de vos cours. Donc, parmi les points forts de ce site, c'est que vous trouverez des ressources, même en arabe, en français, donc basées sur les manuels scolaires, même au Maroc. Donc, j'ai déjà utilisé ce site. Vous trouvez des ressources très importantes. Voilà, on a aussi BrainPop. Donc, c'est un groupe de sites web éducatifs avec plus de 1000 courts-métrages d'animation destinés aux élèves de la maternelle à la deuxième année. Ce sont des élèves âgés de 6 ans à 17 ans, ainsi que des quiz et du matériel connexe couvrant les sujets des sciences, des études sociales, anglais, mathématiques, ingénierie et technologie, santé, art et musique. Vous pouvez, pour ce site, vous pouvez trouver des ressources gratuites, bien sûr, ou d'autres qui sont, donc vous devez inscrire et c'est-à-dire que pas toutes les ressources sont gratuites. Voilà. Donc, vous trouverez également des liens. J'ai mis ici des liens vers ces sites, bien sûr, qui peuvent vous aider après. On a aussi, je propose un autre site qui vous permet de visionner. Donc, je parle ici de explania.com, qui est un site qui vous permet de visionner gratuitement et ajouter à votre propre site web des centaines de vidéos animées, des guides interactifs et des films pédagogiques. Comme vous voyez en haut, vous pouvez choisir la langue voulue et à gauche, vous pouvez chercher des vidéos animées selon le thème.
Donc, on a la santé, par exemple, technologie, logiciel et ainsi de suite. Alors, finalement, je propose le site nommé le site.tv. Donc, c'est une plateforme en ligne proposant un catalogue de contenu pédagogique vidéo et audio. La plateforme est partenaire d'Edutic, donc vous pouvez consulter le site. Elle contient des ressources pour les enseignants qui souhaitent préparer et illustrer leurs cours avec du contenu ludique en rapport avec le programme scolaire. Bien sûr, c'est le programme scolaire en France, mais bien sûr, vous pouvez les adapter à vous, bien sûr, pendant vos cours. Donc, pour ce site, il faut s'inscrire pour bénéficier des services dans ce site. Voilà. Donc, pour les plateformes d'hébergement de vidéos et pour partager les vidéos que vous créez pour vos étudiants, vous pouvez utiliser bien sûr YouTube, Dailymotion et Vimeo. Alors, ces trois ressources, donc, ce sont des sites web de partage. Alors, YouTube et Dailymotion, je pense que tous connaissent ces deux plateformes. On a Vimeo, qui est un site de partage de vidéos qui permet de charger et de visionner des films plus ou moins longs et de bonne qualité. Voilà. On passe maintenant aux outils, d'autres outils de technologie d'information et de communication pour préparer la classe inversée. Alors, on commence par quelques outils pour la création des vidéos d'animation. Je vous propose d'abord Powtoon, qui est un service en ligne qui permet de créer ses propres vidéos animées. Le logiciel propose des bibliothèques d'images dans différents styles graphiques, dessins au tri, illustrations d'enfants, etc. Et des petites animations de personnages, par exemple Canton, Trest, voilà, qui réfléchissent, ainsi de suite. Pour moi, j'ai déjà travaillé avec ce logiciel, elle est très efficace. Son interface est très proche à celle du PowerPoint. Elle est très facile à utiliser. On a aussi, vous pouvez utiliser pour créer des vidéos d'animation Movely, qui est un petit logiciel en ligne qui vous permettra de réaliser vos propres vidéos animées. Il propose également un assez large panel d'images dans des styles graphiques variés, dessin au tri, comic book, etc. Voki aussi est un utilitaire gratuit qui permet de créer un avatar. Donc, quand on dit un avatar, un personnage qui veut représenter, animer et de le faire parler. On peut ensuite l'envoyer par courrier ou le poster sur un site. Un outil très stimulant pour la production orale, animer la présentation de projets en ligne, faire vivre le site de l'école en différentes langues ou stimuler des échanges entre correspondants. Donc, c'est un outil très important. On a bien sûr le Windows Movie Maker, qui est un logiciel de montage vidéo fourni avec les systèmes d'exploitation Windows XP et Vista. C'est un logiciel à vocation familiale qui peut aisément être pris en main par des débutants. Voilà. Pour les outils de création de présentation, sans doute on a le PowerPoint, le logiciel de présentation édité par Microsoft. Donc, il fait partie de la suite Microsoft Office. Il fonctionne sous Windows et même sous Mac, les systèmes d'exploitation Mac. On a Prezi, qui est un outil de présentation en ligne. Donc, vous pouvez travailler avec Prezi en ligne qui se présente comme une alternative à PowerPoint. C'est un outil de bureautique interactif qui permet de modéliser une présentation sans passer par des diapositives.
Pour les outils de création de vidéos interactives, on a Edpuzzle, qui est une plateforme éducative conçue pour les professeurs permettant de créer des cours à partir de vidéos déjà existantes. Comment cela fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Commencez par vous inscrire sur le site en tant que professeur. Choisissez une vidéo sur YouTube ou autre plateforme ou vous pouvez ensuite agrémenter votre vidéo. On a aussi Speral, qui est un site web qui propose une série de 4 outils pour créer des activités interactives pour la classe, une sorte de trousse numérique dans laquelle vous allez piocher en fonction des besoins des modèles d'activités prêts à servir pour vos élèves ou étudiants. Bien sûr, on a d'autres outils qui veut permettre d'enregistrer l'écran de vos ordinateurs, ce qu'on appelle les screencasts. On a CamStudio, qui est un logiciel libre de capture vidéo d'écran conçu pour capturer des ressources visuelles dans l'ordinateur, ce qui revient en quelque sorte à filmer ce que l'utilisateur voit à l'écran. Il offre la possibilité d'enregistrer une bande de son à partir d'un haut-parleur ou d'un micro. On a aussi un autre outil similaire à CamStudio, c'est le Screencast-O-Matix. Donc, c'est un logiciel partiellement gratuit car il y en a des options qui sont payantes. Pour réaliser des vidéographies, ce logiciel fonctionne sur Windows et Mac et permet une capture vidéo de l'écran, c'est-à-dire screencast, avec la possibilité d'ajouter vos commentaires vidéo, d'incruster une vidéo de narration, filmer avec votre webcam et de faire des annotations à l'écran. Alors, d'autres outils que je propose pour le TBI, c'est-à-dire tableau blanc interactif. On a ActiveInspire, est un logiciel pour tableau blanc interactif. Le logiciel peut être installé dans la salle de classe et sur le poste personnel de l'enseignant lorsque l'établissement a acquis un TBI, bien sûr. On a aussi le OpenSyncory, est un logiciel libre et gratuit de tableau blanc interactif, compatible avec n'importe quel projecteur disposant d'un dispositif de pointage, c'est-à-dire tableau, tablette, capture infrarouge, les tableaux mobiles, ainsi de suite. Pour les outils de publication en ligne, si vous voulez publier en ligne des ressources, on a bien sûr le WordPress, qui est un système de gestion de contenu. On les appelle les CMS en anglais. Alors, elle est gratuite, libre et open source. Les fonctionnalités de WordPress vous permettent de créer, de gérer différents types de sites web, tels que des sites institutionnels, des sites d'enseignement, et ainsi de suite. Elle est très facile à utiliser. On a aussi Mon Site, qui est un outil de création de sites web gratuit aussi. Il fait partie des CMS, qui permet de créer un site Internet en quelques clics. Alors que la création d'un site habituellement n'est pas une chose facile, Mon Site vous propose de s'occuper de la forme, c'est-à-dire juste la mise en page et de l'hébergement du site. Vous ne vous occupez que du contenu. Et bien sûr, on a Moodle, le plus reconnu. C'est une plateforme d'apprentissage en ligne. On les appelle les LMS. Alors, elle est libre. Il permet de créer des communautés s'instruisant autour de contenus et d'activités. Voilà. Il y en a d'autres outils pour les tablettes, iPad ou bien sous Android, les systèmes Android, comme par exemple UDI Création. Donc, est un tableau interactif en ligne et de screencasting, c'est-à-dire l'enregistrement des captures puissant et simple de fonctionnement.
Alors, elle est conçue pour les classes digitales. Il est possible de créer des classes auxquelles les élèves peuvent accéder. Les leçons se synchronisent automatiquement entre les iPads des enseignants et des élèves. On a aussi Explain Everything. Donc, il propose un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir ajouter texte, équations, images, pour ensuite les animer simplement. Vous pouvez annoter, animer, utiliser un pointeur laser ou une baguette virtuelle pour expliquer avec votre voix un concept ou encore raconter une histoire. On a aussi Xiaomi, donc est une application gratuite qui donne accès à un tableau blanc virtuel et à des outils de dessin comme crayon, forme, ligne et ainsi de suite. L'utilisateur peut enregistrer ce qu'il est occupé de réaliser sur ce tableau blanc et l'envoyer sur une plateforme publique. Voilà. Donc, si on a le temps, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour faire la démonstration de tous ces outils déjà cités. Mais pour moi, j'aimerais bien se centrer dans cette partie. Je voulais vous proposer une plateforme, alors faire la démonstration d'une plateforme qu'on a utilisée pendant la pandémie et qui contient des options très puissantes et efficaces pour un travail à distance avec vos élèves. Je parle de Microsoft Teams. Alors, Microsoft Teams s'inscrit dans le cadre du développement de la nouvelle version de Massar qui vise à répondre aux besoins d'amélioration et d'optimisation du système d'information afin d'offrir des possibilités suivantes. Donc, une large couverture des nouveaux besoins métiers du ministère, notamment l'intégration des espaces numériques de travail et d'enseignement à distance en s'appuyant sur la plateforme Teams, la gestion des apprentissages et l'évaluation des acquis, aussi répondre aux nouvelles exigences techniques, un système d'information orienté service avec une diversification des canaux d'accès sur le desktop et sur le mobile. Donc, voici le Microsoft Teams. Donc, il vous permet de créer des équipes pour les activités du personnel, utiliser les canaux pour organiser les travaux des élèves, des conversations de groupe permettent à chacun de partager du contenu rapidement et de s'exprimer, le partage des devoirs, des fichiers, des notes et ainsi de suite. Alors, on va voir tout ça. Alors, premièrement, comment se connecter à Microsoft Teams? Alors, pour utiliser Microsoft Teams, connectez-vous sur votre messagerie talim.ma avec votre nom d'utilisateur et vos mots de passe sur le lien www.talim.ma et appuyez sur Microsoft Teams. Ce compte va être distribué par vos futurs établissements. Inchallah, donc le directeur va vous donner, va vous créer ces comptes, bien sûr le directeur de l'école. Voilà, vous donne vous créez un compte Talim et vous pouvez l'utiliser. Il contient bien sûr, vous pouvez bénéficier de plusieurs services offerts par le ministère. Voilà, donc vous pouvez également vous connecter directement à l'URL, c'est-à-dire le site teams.microsoft.com. C'est la même chose pour les enseignants, se connecter à l'espace des enseignants en utilisant le login du talim.ma, puis accéder au service Teams.
pour les élèves se connecter avec le login, c'est-à-dire le CNE, le code massar, @talim.ma, à l'espace donc de talim.ma. Voilà. Donc, vous remarquez, alors une fois connecté, vous remarquez qu'il y en a plusieurs applications pour l'enseignant. On a le Outlook, voilà, le Outlook, la boîte de réception. Pour consulter, bien sûr, mes emails, on a OneDrive qui contient des fichiers, Word, Excel, PowerPoint sur Internet, ainsi de suite. Et on peut également installer l'Office, si vous remarquez ici en haut, installer l'Office. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien sûr la convention avec Microsoft, le ministère a la convention avec Microsoft, donc on peut l'utiliser gratuitement. Vous pouvez l'installer et l'activer gratuitement. Et aussi, si vous avez déjà l'Office installé, vous pouvez l'activer sans le craquer. Alors, pour nous, on s'intéresse bien sûr au service Teams. Alors, on va tout simplement choisir Teams. Alors, en cliquant sur Teams, comme vous voyez, une fois connecté, vous dirigez vers l'espace de Microsoft Teams. Avant de commencer l'explication de l'environnement de Teams, donc on trouve dedans, vous allez remarquer en bas de la page que j'ai mis une fiche télécharger. C'est-à-dire que vous trouverez un bouton qui vous permettra de télécharger l'application Teams et de travailler sur votre bureau sans avoir besoin d'un navigateur. C'est-à-dire sans besoin d'aller vers Google ou bien Firefox ou bien... Il suffit de télécharger l'application sur votre bureau. Alors, dans ce cas, voici comment se connecter. Si vous avez téléchargé l'application, après le téléchargement, vous trouverez l'icône de Teams sur votre bureau. Il aura la forme du logo au-dessus, voilà, comme ça. Vous cliquez et il vous demande de se connecter. La même procédure d'avant, vous devez connecter avec votre compte talim.ma. Voilà. Alors, on se trouve sur la fenêtre de Microsoft Teams. Dans la partie conversation ici, à gauche, il y en a plusieurs services. On commence par l'onglet conversation. Vous pouvez mener, donc il veut permettre de mener conversation à deux ou avec un groupe de collègues. Pour commencer une conversation, cliquez sur l'icône nouvelle conversation dans la partie supérieure de l'application. Voilà, ici. Donc, vous cliquez sur nouvelle conversation. Puis, en haut à droite, cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher l'option permettant de nommer la conversation. Alors, vous pouvez nommer votre groupe ou bien donner un nom à votre conversation. C'est utile quand vous menez plusieurs conversations de groupe avec différentes personnes. Et bien sûr, vous cherchez les membres du groupe après. Voilà. Donc, une petite remarque ici, c'est quand vous ouvriez chaque onglet pour la première fois, vous trouverez une vidéo descriptive de l'utilisation de chaque partie au service de Teams. Et à gauche, vous trouverez bien sûr la liste de vos conversations comme vous voyez sur l'image. Des groupes, ici, donc le deuxième onglet ici, c'est la création des groupes. Donc, pour nous, c'est la phase la plus importante. Alors, premièrement, un ensemble, c'est-à-dire équipe ou bien classe, regroupe des personnes, c'est-à-dire des conversations, des fichiers et des outils dans un seul et unique emplacement. On parle aussi d'un canal qui est une discussion dans une équipe dédiée à un service, à un projet ou à un sujet. Alors, c'est ici qu'on va créer notre canal. Ça veut dire qu'on va créer une classe virtuelle. Au niveau de l'application Teams, sélectionnez Teams équipe.
Voilà, donc ici, dans l'onglet toujours groupe, dans la partie gauche de l'application, puis choisissez une équipe, comme vous voyez ici. Alors, j'ai choisi ici équipe. Alors, si vos classes sont configurées par défaut, vous n'aurez pas à les réécrire ni à rajouter. Vos élèves 1 à 1, vous allez trouver toutes vos classes au niveau de vos équipes. Bien sûr, si vous avez déjà créé des équipes. Si vous ne faites pas partie d'une équipe et que vous voulez en créer une, reportez-vous à la section Créer une équipe, comme vous voyez sur l'écran. Alors, je clique ici sur Créer une équipe. Puis sélectionnez sur le panel de gauche l'onglet Équipe, puis le bouton Rejoindre ou Créer une équipe. Ici, vous devez cliquer sur Rejoindre ou Créer une équipe. Cette option vous permet de créer votre propre équipe, c'est-à-dire classe, ou de découvrir les équipes classes existantes. Voilà, puis après, vous sélectionnez Créer une équipe. Alors, pour les enseignants, vous voyez, donc, quand je clique sur Créer une équipe, il vous propose de choisir soit de créer une classe virtuelle, soit une communauté de formation professionnelle, gestion personnelle ou bien autre. Alors, pour nous, on s'intéresse à la création d'une classe virtuelle. Alors, ils peuvent sélectionner le type classe pour les enseignants. Puis, vous devez donner un nom à votre équipe, classe, et ajouter une brève description si vous le souhaitez. Alors, c'est mieux pour le nom de l'équipe de choisir un nom pour le groupe. Il vaut mieux d'utiliser le niveau scolaire avec le numéro de la classe. Et après, une petite description du groupe, comme vous voyez ici. Après, on clique sur Suivant. Vous allez maintenant ajouter des membres. Alors, les classes virtuelles sont déjà établies par une intégration de la structure pédagogique existante dans Massar. Vous accédez directement aux listes de vos classes et aux élèves de chacune de vos classes qui vous sont affectés. Alors, vous pouvez ajouter des personnes, des groupes ou même des groupes de contacts complets. Voilà, donc une fois vous saisissez le nom de l'étudiant ou bien de son code Massar, il vous apparaît ici, car ils sont déjà dans le système Massar. Comme je viens de dire, il y a une intégration de la structure Massar. C'est pour cela, pour la plateforme Microsoft Teams, c'est pour cela, vous accédez directement aux listes de vos étudiants. Voilà, vous cliquez sur Ajouter, puis Fermer. Le groupe de la classe sera ainsi créé. On peut ajouter des canaux sous forme de projets, par exemple, qui organisent les thématiques de travail, de discussion et de fichiers. Alors, une fois créé vos groupes, vous dirigez vers cette fenêtre où vous pouvez commencer votre discussion. Comme elle est montrée en bas également, vous pouvez ajouter des options de message ici. Donc, vous pouvez commencer la discussion en tapant des messages ici et ajouter des options du message, c'est-à-dire des fichiers, des émoticônes et ainsi de suite. Alors, en haut de la page, vous trouverez plusieurs paramètres de groupe, tels que, alors on voit ici, on a publication, fichier, bloc-notes de classe, devoirs, notes et autres. Alors, si vous voulez ajouter les supports de cours pour un groupe de classe nouvellement créé, il suffit de cliquer sur Charger les supports de cours, comme vous voyez au milieu de la fenêtre. Voilà. Pour l'onglet Fichier,
Donc, il veut permettra de déposer des fichiers dans le groupe, c'est-à-dire les supports de cours sous forme de PDF, PowerPoint, Word ou n'importe quel type. Alors, si vous cliquez sur Nouveau, dans cette partie, vous pouvez soit de télécharger des fichiers déjà existés dans votre bureau en cliquant sur Charger en haut, ou bien de les éditer. En cliquant sur Nouveau, il veut permettre de créer des documents Word, Excel, comme vous voyez. Alors, si je clique sur Nouveau, vous pouvez créer un nouveau dossier ou bien éditer des fichiers Word, Excel, PowerPoint et ainsi de suite. Sinon, vous pouvez charger les fichiers de cours au sein du dossier créé. Bien sûr, si vous avez déjà créé un dossier, cliquez sur le bouton Charger, Fichier pour télécharger les fichiers de votre poste de travail. Voilà, une fois cliqué sur Charger, le bouton Fichier, vous pouvez importer des cours dans la plateforme Teams. Alors ça, en ce qui concerne les fichiers. Puis après, toujours dans l'onglet Équipe, pour l'onglet ici en haut, bloc-notes de classe. Alors, pour le bloc-notes appelé OneNote pour la classe, est un bloc-notes numérique destiné à l'ensemble de votre classe, de sorte que les élèves puissent stocker du texte, des images, des notes manuscrites, des pièces jointes, des liens, du contenu audio et vidéo. Alors, l'enseignant peut choisir soit toute la classe pour participer ou bien un seul étudiant pour interagir sur le bloc. Donc ici, toute la classe peut, bien sûr, peut écrire dedans dans ce bloc notes. Comme ça, le professeur peut voir les contributions des élèves et suivre, bien sûr, suivre les travaux de ses étudiants. Donc, vous allez trouver dedans, bien sûr, si vous cliquez ici. Donc, une fois que vous cliquez sur bloc-notes de classe, vous trouverez l'explication sur l'utilisation de cette partie. Maintenant, pour les devoirs. Alors, pour les devoirs, donc, créer des devoirs, c'est planifier leur distribution et superviser la remise des exercices. Cette partie permet de créer des activités d'apprentissage pour les élèves avec les applications Office intégrées. Alors, au niveau du menu devoirs, ou bien vous dirigez directement à l'onglet devoirs ici à gauche. Donc, cliquez sur Créer, ensuite choisir la classe concernée par le devoir. Donc, vous cliquez sur Créer, vous choisissez la classe, puis après, cette fenêtre vous apparaîtra et il faut donner un titre au devoir, comme vous voyez, les instructions et un lien pour ressources numériques si disponible. Ensuite, choisir les élèves et l'échéance, puis cliquer sur affecter. Comme vous voyez, j'ai essayé d'expliquer chaque case, l'utilité de chaque case. Alors, automatiquement, un nouveau devoir sera ajouté au niveau de la section devoir avec une notification au niveau des activités. Donc, voilà, ici, vous voyez, quand j'ai créé le devoir pour les étudiants, il va apparaître dans l'onglet activités. Voilà.
Donc, après la réponse des élèves, le professeur peut donner des notes ou des remarques pour suivre leur progression. On a pour les notes. Alors, cette partie vous permettra de noter les activités des élèves. Vous pouvez ouvrir le travail de chaque étudiant et de noter son travail. Ainsi, vous pouvez exporter vos notes vers Excel, comme vous voyez en haut à droite, ici. Donc, vous ouvrez le travail d'étudiant et donner des notes. Voilà, ça c'est en ce qui concerne l'onglet équipe, les services qu'on peut trouver dedans. On passe maintenant au niveau du menu calendrier. Alors, ajouter une nouvelle réunion afin de planifier un cours à distance. Donc, une fois cliqué sur calendrier, la fenêtre suivante s'apparaîtra. Donc, il faut cliquer sur nouvelle réunion. Suivre les instructions comme dans l'écran suivant. Saisir le nom du cours, préciser la date et la durée du cours à distance, choisir l'équipe et le canal concerné, partager les ressources disponibles et rappeler les informations du bon fonctionnement d'un cours à distance, et puis cliquer sur le bouton envoyer. Alors, les élèves vont ainsi recevoir l'invitation du cours au niveau de leur calendrier. Voilà. Alors, cherchez l'invitation au cours au niveau du calendrier. Cliquez pour ouvrir le cours en question comme dans l'écran suivant. Alors, il faut cliquer ici sur rejoindre. Alors, vous devez, une fois cliqué sur rejoindre, vous devez vérifier votre audio et votre caméra. Pour l'enseignant, laissez le microphone ouvert, bien sûr, pour être entendu. Et pour les élèves, veuillez à suspendre le micro et la caméra. Donc, vous avez cette possibilité. Enfin, cliquez sur le bouton « Joindre maintenant ». Une fois la vidéoconférence lancée, l'enseignant peut partager son écran, envoyer des messages, des fichiers, bien sûr, à travers le même panel. Il faudra enregistrer le cours à distance en cliquant sur « Démarrer l'enregistrement » et sur arrêter une fois terminé. Alors, comme vous voyez ici, joindre maintenant, vous pouvez partager, envoyer des messages, partager votre écran, ajouter des participants, ainsi de suite. Et bien sûr, sans oublier de démarrer l'enregistrement pour enregistrer le cours. Et puis finalement, une fois terminé, vous pouvez cliquer sur arrêter l'enregistrement. Pour accéder à l'enregistrement après le cours, placez-vous au niveau de la conversation du canal, repérez la réunion, puis cliquez sur Détails de la réunion. Alors, comme ça, vous pouvez accéder à l'enregistrement pour le visualiser. Comme vous voyez ici, donc, les conversations seront enregistrées dans l'onglet Conversations des groupes. Et il suffit de cliquer sur Détails de la réunion et voir la vidéo du cours. Voilà, donc d'autres options. Vous pouvez partager un tableau blanc pour le mettre à la disposition de tous les élèves participants au cours. Ce même tableau blanc est disponible dans les applications du tableau blanc sur Windows 10, iOS et sur le web. Alors, après avoir rejoint une réunion d'équipe, cliquez sur l'icône « Partager » dans la barre de partage de cette réunion, comme vous voyez ici. Partager, donc il y en a plusieurs possibilités, soit de partager votre écran, bureau, soit d'autres applications. Alors, pour nous, on va choisir le tableau blanc collaboratif. Dans la section tableau blanc, sélectionnez tableau blanc Microsoft, comme vous voyez. La possibilité de démarrer un nouveau tableau blanc est actuellement... bon, les applications Teams pour iOS et ne peuvent afficher que les tableaux blancs qui ont déjà été créés. Donc, c'est une remarque. Alors, une fois cliqué sur ce tableau, dit que le canevas du tableau blanc aura commencé, les participants
les participants aux réunions d'équipe pourront y écrire. Donc, ils peuvent écrire dans ce tableau. Pour commencer, cliquez sur le stylo et sélectionnez une couleur. Comme vous voyez ici, il y en a des stylos. Puis, commencez à dessiner, esquisser ou écrire sur le tableau. Donc, c'est un outil très puissant qui veut permettre de partager des idées avec vos élèves comme un tableau noir dans la classe. Donc, si vous partagez un tableau blanc lors d'un cours, en cours d'enregistrement, il ne sera pas enregistré, ni au moins après le cours, c'est-à-dire après la fin de la séance. Son tableau blanc sera disponible pour tous les participants dans un onglet intitulé « Tableau blanc », comme vous voyez ici. Donc, pour trouver les tableaux blancs que vous avez fait durant la séance. Allez aux conversations du canal, puis cliquez sur détails de la réunion. Sur l'écran ci-dessus, naviguez vers l'onglet tableau blanc pour y accéder. Les participants à la réunion peuvent continuer à collaborer sur un tableau blanc même après la fin du cours. Donc, vous pouvez l'utiliser même après. Voilà, donc on a aussi la possibilité d'utiliser l'onglet ici « Appel » directement. Donc, pour les interviews vidéo, choisissez « Appel », puis créez un groupe ci-dessus, comme vous voyez. On doit créer d'abord un groupe ou bien inviter des personnes. Ensuite, inviter les participants et bien sûr, commencer l'appel. Choisissons appel vidéo, appel vocal uniquement, après avoir invité des participants. Et après, vous pouvez appliquer les mêmes démarches déjà expliquées pour l'appel vidéo ou audio. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter d'autres membres à la vidéoconversation. Donc, cliquez ici. OK. Comme vous voyez sur l'écran suivant, partager des fichiers, envoyer des messages instanciés, ainsi de suite. Voilà. Et finalement, bien sûr, vous pouvez accéder à l'onglet fichiers qui vous permettre d'insérer des fichiers dans le cloud. Il y en a aussi d'autres applications que vous pouvez découvrir et utiliser en cliquant sur ces 3 points ici. Voilà, donc j'ai arrivé à la fin de la présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'adresse la parole au professeur Imen. Merci encore une fois. Merci à vous, professeur Ouelchaïb Sarah. Votre présentation, elle était riche dans sa partie théorique concernant la situation de la classe inversée parmi les méthodes actives de l'apprentissage et aussi dans les grandes références de l'approche par compétences. Aussi, vous nous avez expliqué qu'il s'agit, si vous voulez, Sarah, nous renvoyer vers la pyramide de Bloom inversée. D'accord, madame. Comme ça, pour faire une petite synthèse. C'est la page... C'est, je pense, la page 8. 8, d'accord. C'est la page 7. 7, d'accord. La page 7. Donc, comme vous voyez, juste un rappel de ce que le professeur a expliqué au début. Donc, elle a expliqué que la classe inversée, c'est en fait le renversement de la pyramide de Bloom qui commence par le fait de développer les compétences de connaissance, de compréhension, d'application, d'analyse, d'évaluation et puis de créativité. Donc, entre guillemets, on met la compétence créativité parce que ça a été ajouté par Krathwohl et non pas par Bloom. Ça a été développé par Krathwohl. Donc, Marcel Lebrun, comme vous l'avez cité, a bien expliqué ce renversement
C'est-à-dire que dans des situations problèmes, l'apprenant va pouvoir développer des compétences en autonomie. Donc, j'insiste sur le mot autonomie Mhm. parce que c'est la Mhm. base de l'approche par compétences. Donc, le développement d'autonomie chez l'apprenant. Il commence à travers des situations problèmes à trouver des solutions par lui-même, c'est-à-dire l'apprentissage, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'apprentissage par soi-même. Donc, il va essayer de Oui. trouver des solutions, d'évaluer, de voir si c'est bon, sinon il va réparer, restaurer, trouver d'autres pistes par sa propre recherche, par son auto-formation. Et puis, il passe à Mhm. l'étape de l'analyse grâce à ce qu'il va avoir comme savoir et comme connaissance. Et puis, en appliquant par des Mhm. expériences sur le terrain ou bien en variant ces situations, ces contextes. Et donc, dans la classe inversée, le haut de la pyramide, c'est plutôt la compétence de savoir, c'est-à-dire comprendre, pouvoir comprendre et connaître. C'est-à-dire que l'étudiant ou bien l'élève, il doit faire un travail de reconstruction du savoir par lui-même. C'est ce que c'est en fait l'approche qui nous a été donnée, comme j'ai dit au début de la séance, dans le modèle du socioconstructivisme par Vygotsky et par Piaget, par Jean Piaget. Donc, il s'agit d'apprendre. L'apprenant, il apprend quand il essaie de comprendre son expérience et s'approprie la connaissance en diversifiant les situations d'apprentissage. D'accord. Et grâce aux interactions sociales, donc ici, je me réfère aux différentes stratégies des TIS, de la technologie de Mhm. l'information et de la communication, qui nous a été présentée par Sarah. Donc, il vous a donné beaucoup de ressources à exploiter avec vos élèves pendant vos stages, des sites pour l'animation de vidéos, pour monter vos séquences pédagogiques. Et aussi, je vous invite à voir ces sites, à faire des applications en groupe, à commencer à, à faire des séances selon chaque discipline. Donc, pour les sciences mathématiques, les sciences de la vie, les sciences de la terre. Donc, vous avez beaucoup d'animations dans vos activités de classe. Vous pouvez dès maintenant commencer à produire des cours juste pour s'entraîner. Et puis, elle vous a donné des liens vers des sites euh, qui vous permettent de créer vos propres sites gratuitement. C'est ça, Sarah? Donc, ça leur permet Oui, oui, c'est juste. d'héberger gratuitement leurs sites pédagogiques. Oui, oui, pour WordPress, pour D'accord. Est-ce que vous pouvez Moodle, aller directement vous leur rappeler ça? Donc vous avez parlé de d'accord. ça. Donc directement. Il y en a des plateformes d'hébergement, voilà, des outils de publication en ligne. Donc, Mais il y en a, Moodle, à part Moodle, l'autre partie de création de sites pédagogiques, pouvoir créer des sites. euh, C'est après ça, à après part cette page. Mon site, c'est c'est ça. pour, Oui, c'est ça. voilà, Mon site. du mon site, voilà, en mon site, voilà, voilà, c'est ça, Mon oui, site, oui. c'est juste. Donc, Oui. oui, en mon site, donc, il va vous permettre de créer, de créer des Des sites sites web gratuits, voilà, gratuitement gratuits, et l'enseignant, il peut gratuits, être administrateur de son site et bien gérer sûr, bien les sûr. autres clients. D'accord, Voilà, voilà. Et il peut gérer, bien sûr, les ressources, l'accès des étudiants et ainsi de suite. Donc, d'accord, euh, d'accord. Merci, merci Sarah. Donc j'ai essayé de résumer un peu ce que vous avez dit, mais on peut laisser d'accord. la parole aux étudiants et aux participants s'ils veulent poser des questions.
D'accord, à propos de la classe inversée et des ressources que vous avez exposées. d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Est-ce que vous avez des questions à propos de Teams ou bien des autres ressources? Bien sur la classe inversée. Je veux juste, s'il n'y a pas de questions, vous posez-moi une question concernant votre Oui. expérience avec Teams. Est-ce que vous l'utilisez en classe, puisque vous êtes professeur de second cycle? Oui, madame, j'ai déjà utilisé Teams pendant le confinement sanitaire, bien sûr. J'ai utilisé Teams avec mes étudiants. Mhm. Donc, c'était efficace. Bien sûr, on fait le partage de l'écran. Je travaille sur mon PC. Mhm. Je partage des ressources et j'explique. Donc, les étudiants m'entendent bien. Et juste parfois, bien sûr, on rencontre des problèmes de connexion. Donc, c'est normal. D'accord. L'outil de tableau blanc, donc, elle est très efficace. J'ai essayé de l'utiliser parfois pour dessiner des schémas. Donc, les étudiants aussi peuvent s'interagir, voilà, et Oui. commenter. Voilà, donc c'était C'est-à-dire que vous créez avec les étudiants un espace voilà, d'interactivité et d'interaction. d'interaction pour qu'ils puissent poser des questions. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Mhm. Et est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on peut, mais on fait pas partie de professeurs du ministère de l'Éducation, parce qu'on enseigne au supérieur. Est-ce que nous aussi, on a cette possibilité d'utiliser ça gratuitement, Teams? Gra- Gratuitement, non, 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 elle est juste pour les gens professeur de second voilà, de professeurs secondaires et primaires, même primaire, primaire. oui, Oui, primaire. et aussi j'ai déjà vu qu'elle est ouverte même pour les OFPPT, les offices Ah, d'accord, oui, oui, d'accord. aussi ils peuvent les utiliser. Mais pour les enseignants de l'enseignement supérieur, je pense que vous devez s'inscrire Ou bien payer voilà, tout, voilà, 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 payer le à service. Microsoft, c'est ça, payer Voilà, voilà, les frais oui. pour Le avoir tout accès, voilà, utiliser accès à les tous services. oui, à l'office et aux autres paramètres. Voilà. D'accord, je vous remercie et donc on termine cette séance. Et merci beaucoup encore une fois au nom de tous les étudiants du LE, de la licence d'éducation. Et donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup, Sarah. Merci, madame. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.